Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 411e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, c'est l'occasion de recevoir Rouda pour son ouvrage Les Jardins perdus aux éditions Liana Lévy. Alors, bonsoir Rouda déjà. Bonsoir, bonsoir Anthony. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un format totalement inédit pour moi. Je suis très heureux de cette rencontre, très heureux de tester votre dispositif. J'ignorais que c'était la 411e. J'ai beaucoup de retard. Et bravo, bravo si c'est déjà aussi installé dans le temps, que c'est devenu un rendez-vous régulier, c'est fou. Bravo à vous, Anthony. Merci, merci. Oui, ça fait déjà 5 ans. Alors voilà, on va parler des Jardins perdus, un texte, comme je vous le disais en préambule, un texte qui est vraiment différent de ce qu'on peut lire aussi en rentrée littéraire, un texte plus politique aussi, et ça fait du bien parfois d'entendre des auteurs qui rentrent dans le vif du sujet. Alors je vais vous parler rapidement des Jardins perdus pour mon introduction, car il y a des étés qui tiennent une ville comme on tient une allumette, une flamme courte, vive, qui dessine des visages dans la fumée avant de s'éteindre. Les jardins perdus commencent là, dans la lumière qui crame les contours, dans la chaleur qui fait parler les pierres et délie les silences. Mais ce roman n'est pas seulement la chronique d'un été. C'est une cartographie des absences, un herbier d'ombre où poussent les noms oubliés. Les frères y marchent comme on traverse un labyrinthe composé de regards, de mots mal dits, de promesses fanées, et puis la cité qui devient un jardin secret, hérissé de balafres où chaque banc, chaque palier, chaque façade conserve la mémoire d'un désir. Rouda va cueillir ses blessures avec la précision d'un poète qui connaît les saisons. Il sait que la fraternité peut être une racine obstinée, qu'elle repousse parfois des fleurs là où l'on croyait n'avoir trouvé que béton. Alors sa langue, tissée de slam et de silence, travaille la ville comme un instrument. Ses phrases battent la mesure d'un cœur qui refuse l'arrêt. Entrons donc dans ce jardin où l'on cherche, où l'on appelle, où l'on apprend à reconnaître les traces laissées par ceux qui sont partis ou se sont perdus, pour mieux écouter, derrière l'éclat des feux et l'acide des mots, la musique ténue d'un retour possible. Alors, Rouda, je suis ravi de vous retrouver, de vous rencontrer, puisque c'est la première fois. On ne vous avait pas reçu pour votre premier roman, et je le regrette pour le coup. J'aimerais que vous nous parliez finalement de peut-être de cet interstice, de cet interlude entre ces deux romans. Les Menus, qui est sorti il me semble, à peu près un an, pour une autre rentrée littéraire. Racontez-nous comment s'est déjà passé l'entrée en littérature avec les Menus, et puis ensuite la poussée vers les Jardins perdus. Il y a une sorte de même de musicalité qu'on pourrait retrouver entre les deux, on en reparlera peut-être aussi. Mais qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Quelle est votre intention en tant qu'écrivain aussi? Alors, déjà, on peut s'arrêter juste sur votre intro incroyable, Anthony. On peut s'y arrêter, c'est gentil. C'était très beau et ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Je le dis avec beaucoup de simplicité et de pudeur. Merci beaucoup. Euh, Mon entrée en littérature, elle est un peu accidentelle. Euh, Moi, je viens du rap, du slam, donc par définition du format court. Savoir développer ou transférer une émotion sur du papier, je pense savoir le faire sur ce format qui peut tenir sur une page A4 ou parfois sur moins. J'avais en tête depuis très longtemps l'idée, l'envie de passer à un format beaucoup plus long, mais c'est des choses qui mettent du temps à maturer d'abord en termes d'écriture, qui mettent du temps aussi de par ma position de rappeur, de slammer, à savoir, moi je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'arriverai à traduire mon émotion personnelle sur ce format-là? Donc j'ai d'abord envisagé comme un challenge. Je me suis lancé dans ce manuscrit. Il se trouve que j'ai un agent qui gère un peu, j'aime pas le mot carrière, parce que pour moi une carrière c'est un endroit où on casse des cailloux, où on fait de la poussière, où on détruit les choses. Je parlerais plutôt de trajectoire. Et cet agent m'a conseillé de sélectionner un petit peu dans ma bibliothèque. Donc là, on la voit pas, je suis pas dans mon bureau, mais j'ai une bibliothèque. Et de voir un petit peu les livres que j'aime, qui m'accompagnent. Et j'ai identifié plusieurs maisons d'édition. Et la rencontre qui s'est faite avec Liana Levy a été assez déterminante. C'était une rencontre très humaine et en même temps très exigeante. Et je suis arrivé avec mon manuscrit et Liana m'a proposé de m'accompagner et de me signer directement. Donc c'était un peu
l'accident qui est devenu possible. Et puis, ce roman a été bien accueilli, enfin, à mon niveau, hein, pour un premier roman. J'ai sillonné la France sous forme de rencontre pendant plus de 2 ans. Et je me suis du coup senti un peu plus légitime, plus accepté aussi peut-être par ce milieu littéraire que je ne connaissais pas. Et comme j'avais beaucoup d'histoires en moi que je voulais partager, je me suis remis directement sur l'écriture d'un deuxième roman, avec, je pense qu'on va en parler, Anthony, des arènes, des points de vue parfois communs et en même temps beaucoup de différences entre les deux. Donc pour résumer, je dirais, il y a un accident et l'accident est devenu assez plaisant, enfin suffisamment en tout cas pour que je prenne le temps et l'envie de me remettre dans l'écriture d'un deuxième roman. Alors en effet, par rapport à ce deuxième roman, Les Jardins perdus, donc, il est question de fraternité, il est question de cité, il est question de politique, il est question évidemment de groupuscules d'extrême droite, il est question de familles dysfonctionnelles aussi, il est question de beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques dans ce roman-là et en même temps, on se rend compte qu'il est tellement ancré dans l'actualité, tellement ancré, pas forcément dans l'actualité récente, puisque ça commence déjà il y a quelques années avec les émeutes, mais on sent que peu de choses ont changé dans notre société française. C'est vrai que je le dis souvent dans les rencontres, mais on a l'impression que les écrivains continuent à creuser un sillon, un terreau qui montre à quel point on n'est pas si évolué que ça, pardon, en tant qu'être humain, puisque peu de choses ont changé à travers différentes thématiques sociales. J'aimerais savoir comment, dans ce roman-là, qui vous est peut-être personnel ou pas, vous allez peut-être nous en dire peut-être un petit peu plus aussi, peut-être à travers le personnage de Zach, j'imagine, peut-être moins pour celui de Martin, mais pour le coup, vous allez nous en parler. Mais d'abord, avant cela, quelle image première définit les jardins perdus? Est-ce que il y a une image? Est-ce qu'il y a un son? Est-ce qu'il y a une musique? Puisqu'il y a aussi une playlist d'entrée de jeu dans le roman. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture des jardins perdus? Alors il y a nécessairement plusieurs choses. Déjà, il y a ma mémoire personnelle, mes souvenirs d'adolescent issus d'un quartier populaire. Il se trouve que dans le quartier dans lequel j'ai grandi, le square s'appelait vraiment le square des Jardins Perdus. À nos petits âges, on n'avait pas conscience de la dimension poétique d'un tel nom. Comme dans le roman, ce square a vraiment été renommé square Pierre Bérégovoy. Mais comme dans mon quartier, personne ne savait qui était Pierre Bérégovoy, on a continué à appeler ce square les Jardins Perdus. Et c'était vraiment un peu comme je décris dans le roman, une espèce de refuge, de point central, de lieu de rencontre, de lieu d'échange, de lieu de fraternité, de lieu de conflit aussi, de tension. Mais voilà, il y avait d'abord cette histoire de géographie, de territoire, qui a déterminé un petit peu l'ancrage du roman. Et après, moi, j'essaie d'écrire toujours à partir d'une réalité. Je pense être un auteur de fiction, mais que je manque toujours dans ce qui nous enveloppe, dans ce qui nous transforme, dans ce qui nous traverse. Et je suis vraiment parti des émeutes de 2023, après la mort de Naël Merzouk. Et j'ai constaté, à ma petite échelle, qu'il y avait un narratif de l'ultra-droite qui se mettait en place de manière très posée et en même temps très radicale, à savoir qu'on serait dans un choc des civilisations, que la France serait au bord du chaos et de la guerre civile. Et quelques mois après, il y a des événements de Romans-sur-Isère, suite à la mort d'un jeune qui s'appelait Thomas, dans un bal populaire à Prémol. Toute l'ultra-droite française se fédère, communique et fait une descente sur Romans-sur-Isère, sur le quartier de la Monnaie, pour mener une expédition punitive. Et ça m'interpelle beaucoup. Je pense que les idées d'extrême droite ont déjà infusé insidieusement dans beaucoup de pans de notre société, dans des manières de faire, dans le vocabulaire, dans le rapport à l'autre, pas seulement dans les médias. Et là, j'ai été vraiment interloqué par cette capacité de groupuscules très disséminés sur le territoire à se retrouver. Ça nécessite quand même une coordination, des moyens de communication, forcément des moyens financiers, pour faire une descente à 150 ou 200 personnes sur un petit village du sud de la France. Donc il y a le territoire par rapport à ma mémoire personnelle, et puis surtout ce questionnement que je me suis posé après ces événements, puisque la plupart des jeunes
Je les ai suivis après sur les réseaux. Je vous expliquerai après comment je me suis documenté. Euh, mais étaient extrêmement jeunes. Ils avaient entre 20 et 25 ans et parfois même en dessous. Et la question que je me suis posée, c'est comment un jeune de cet âge-là, euh, qui a une mémoire en commun avec nous, une histoire en commun avec nous, comment il peut basculer et adhérer à des thèses aussi radicales. Et pour questionner la radicalisation et le basculement, je suis parti en fait dans une arène, l'histoire d'une famille, et essayer de lier comme ça la destinée intime de la famille Chevalier à ce qui nous enveloppe et nous transforme, à savoir la politique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un roman, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses finalement. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais je pense que toute la trame politique des groupuscules, clairement, elle est totalement réelle. Mais j'avoue qu'on a même du mal à y croire, tellement il y en a, vous en citez beaucoup. On voit à quel point ils sont très différents. Celui dans lequel Martin tombe, ou en tout cas on pense qu'il tombe, ça, je ne vais pas trop en dire non plus, mais euh, il est quand même différent, celui-ci. Il est davantage basé sur le combat, sur des choses certes extrémistes, mais un petit peu à la marge. Pas de réseaux sociaux, par exemple. Pour le coup, il y a aussi un- une vision différente. Alors, j'ai du mal à l'appeler vision pour le coup, mais en tout cas, une façon de penser différente des autres groupuscules qui sont beaucoup plus agressifs, mais là, en l'occurrence, sur le numérique. Oui, alors effectivement, Anthony, comme vous l'avez souligné, les groupuscules de l'ultra-droite sont à la fois très proches les uns des autres, très connectés. Ils ont forcément des idées en commun. Et en même temps, ils ont des nuances entre les identitaires, les jeunesses révolutionnaires, les cathos intégristes, les néo-nazis. Il y a des points de convergence et il y a des gros points de différence. Effectivement, tout est très documenté. C'est pas, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais moi, je me suis vraiment ancré dans cette réalité-là, un peu comme un journaliste, mais en gardant cette distance d'auteur. Et par contre, le groupuscule que j'ai créé, les J3R, c'est une espèce de symbiose un peu métaphorique de tout ce qui pourrait exister. J'en ai fait un creuset et animé d'une radicalité et d'une violence qui, en l'occurrence, là, est commune à tous ces groupuscules. Ils ont beaucoup de différences d'approche, mais ils sont liés par une thèse qui s'appelle l'accélérationnisme, donc qui vient des États-Unis, qui est au départ une thèse économique, où en gros, euh, pour faire fondre le capital, il faut l'accélérer. Ça, c'est la thèse économique. L'ultra-droite l'a détourné d'une autre manière. Ils partent du constat qu'en France, il y a une guerre civile, qu'il faut accélérer cette guerre civile pour faire basculer la France dans le chaos. Et pour ce faire, il faut avoir recours à des actions violentes et radicales, donc assassinat, enlèvement, attentat. C'était en 2025, l'été 2025, il y a eu le procès de l'AFO, donc c'est l'action des forces opérationnelles. C'était une réunion de plusieurs groupuscules, ils étaient 60 à 70 un peu partout en France. Et eux, leur objectif, c'était de jeter des grenades dans des mosquées, d'empoisonner de la nourriture halal dans des supermarchés et d'assassiner le rappeur Medine. Mais pas seulement pour l'action radicale, pour en fait choquer la France, la déstabiliser et monter tout le monde les uns contre les autres. Eux, ils partent vraiment du principe que le peuple dit de souche, blanc de peau, est menacé par des vagues migratoires, que ce conflit racial existe et que pour permettre l'avènement d'un État ethnique blanc, donc c'est vraiment comme ça qu'ils le nomment, il faut avoir recours à ces actions radicales et violentes. Je ne sais pas si je suis toujours dans la question, mais voilà, après, je veux pas non plus, je le dis beaucoup en rencontre en ce moment, euh, cette histoire d'ultra-droite, elle est importante parce que moi, c'est une forme d'analyse et de témoignage en tant qu'auteur, mais je m'attache plus à l'histoire familiale. Qu'est-ce qui se joue dans l'intimité d'une famille pour que une personne ou une autre bascule d'un côté ou de l'autre, justement. Qu'est-ce qui se joue dans nos enfances, dans nos adolescences, pour qu'à un moment, on puisse être suffisamment fragile, suffisamment captif pour se faire attraper par ces groupuscules.
C'était justement l'idée de démarrer sur ça pour s'en débarrasser un petit peu après et pas en effet plomber l'ambiance totalement. Euh, Parce qu'en effet, le roman n'est pas que cela. Et c'est vrai que ça prend une place importante parce que les mécanismes d'ultra-droite sont clairement identifiés. Il y a une question de Nathalie qui vous parle donc de la documentation, des rencontres, des lectures. Comment on se documente par rapport à ça? Comment on arrive à infiltrer aussi ça? Et la deuxième question peut-être sous-jacente, c'est est-ce que vous auriez eu envie de vous infiltrer comme Zach le fait pour retrouver un frère, là en l'occurrence, mais pour vous intéresser et vous infiltrer au cœur même du monstre? Euh, alors déjà, je vais commencer par la documentation. Euh, je trouve que nos sociétés, enfin notre société actuelle est de toute façon traversée par les idées d'extrême droite. Moi, je suis d'une génération, j'ai toujours voté au second tour pour faire barrage. J'ai jamais voté pour. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez frappant. On a agité sous mes yeux pendant des années et des années la montée de l'extrême droite. C'est encore un narratif qui opère. Pour moi, il n'y a plus de montée de l'extrême droite. Il y a une ultra présence de l'extrême droite. L'ultra droite, c'est encore plus précis. C'est un terme policier. Ça définit vraiment des groupuscules dont la nature est violente et dont l'action est violente. On va dire c'est une classification policière. Pour me documenter, je suis allé en dehors des médias traditionnels, puisque c'était très compliqué d'avoir de la documentation très précise et très sourcée. Donc je suis allé beaucoup lire sur Blast, sur Street Press, un peu sur Mediapart, beaucoup de documentaires, des films, et puis la meilleure source, en fait, c'était les réseaux sociaux. Il me suffisait en fait de mon téléphone et de mon compte Insta ou TikTok pour scroller et naviguer à travers cette nébuleuse. C'est assez simple, hein, je rentrais le nom d'un groupuscule, je veux dire l'Alvarium à Angers. Je scrollais sur le fil d'actualité, je voyais des commentaires qui revenaient souvent d'une personne, je vais sur le compte de cette personne, je réalise qu'elle fait partie d'un autre groupuscule, donc je vais sur le groupuscule, je vois en scrollant qu'il y a des photos avec d'autres groupuscules d'une autre ville, et vraiment là je réalise le terme de nébuleuse, ce qu'il entend, ce qu'il porte en fait en son nom. C'est exactement le parcours de Zach, en réalité. C'est Vraiment, par exactement contre, ce ça. qu'il fait. Après, par la suite, je me suis fait un faux compte Telegram pour rejoindre en fait des canaux de discussion et rejoindre en fait il y a des canaux privés. Il y a une chaîne vidéo qui s'appelle West Casual, qui est la chaîne sur laquelle les groupuscules postent toutes leurs actions. Donc agression raciste, attaque, ratonnade, tout est accessible vraiment en quelques clics. Il y a des chaînes YouTube, il y a des chaînes TikTok. Elles peuvent être interdites, mais elles se recomposent sous un autre nom par ailleurs. Voilà, donc j'ai passé plusieurs mois à me perdre vraiment dans cette nébuleuse, parfois jusqu'à la nausée, souvent jusqu'à la nausée, puisqu'il y a des actions de combat à main nue qui sont retransmises d'une violence innommable. Mais en même temps, c'est leur réalité et c'est le combat qui porte. Donc c'était important pour moi d'arriver à le transcrire. J'ai eu à un moment l'idée folle de m'infiltrer moi-même, mais ça n'aurait pas marché. En fait, les processus de recrutement sont très, très calibrés. C'est souvent d'abord des processus collectifs, des réunions avec des faux prétextes. On va débattre de la montée de l'islam en Europe, un sujet très, très large qui passe un peu sous les radars, puisqu'on en parle beaucoup. Et on peut être accueilli par 3-4 personnes, on va dire des leaders du groupuscule. Ils scannent un peu tout le monde. Et après, c'est des entretiens individuels, où là, on va aller plus dans la motivation personnelle des futurs recrues. Souvent, ils récupèrent les papiers d'identité. Comme ils n'ont pas toujours et pas tout le temps, évidemment, des contacts avec certains services de police qui peuvent vérifier les identités, ils ont très peur d'infiltration policière ou d'infiltration d'autres partis politiques. Et moi, ça aurait été impossible parce que en scannant mon visage, en mettant dans Google Images, on me retrouve assez rapidement. Et, euh, et je pense que ça aurait été trop dangereux de toute façon. Et comme ils sont tout à fait à l'aise en fait avec leur image, ils n'ont aucun scrupule. Ils se sentent vraiment en totale confiance pour exposer leur narratif sur le web. Et c'était vraiment la meilleure source de renseignement.
Très bien, très bien. Si jamais, Rouda, vous avez une petite lumière en plus, on commence à vous perdre au Euh, niveau visuel. Si jamais, non, j'ai pas de lumière en plus. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Désolé. euh, n'hésitez pas, c'est pas grave. En attendant, je vais vous lire un petit extrait euh, de l'agenda de Martin Chevalier, puisque pour vous résumer le livre, en réalité, Martin disparaît. Donc il y a deux frères, Martin et Zach. Martin va disparaître et Zach va donc tout faire pour essayer de le chercher. On va savoir très vite où il peut être. En tout cas, les réseaux sociaux vont avoir un rôle capital en ce sens. Et donc, c'est la quête d'un frère pour rechercher son autre frère qui commet apparemment une trahison. Lui qui n'était pas du tout d'extrême droite tombe dans ce groupuscule-là. Et donc, Zach va s'infiltrer dans la même société que Martin pour ensuite essayer de se rapprocher de certains individus, évidemment des individus d'extrême droite, violents, avec des recruteurs, avec une certaine Iphigénie également, avec qui Martin a eu un potentiel lien, ou en tout cas, il lui a écrit quelques lettres. Et donc, au sein même du roman, on a des lettres. Alors, c'est pas forcément des lettres, c'est dans un carnet, dans une sorte de journal intime de Martin Chevalier, à travers toute sa scolarité, en classe de quatrième, en terminale, en première. Et donc, je vais vous lire simplement l'incipit du livre qui commence par cet agenda de Martin Chevalier qui parle de sa famille notamment et de sa peur. J'ai peur. J'ai peur du collège et des fautes d'orthographe. J'ai peur du proviseur quand il crie mon nom. J'ai peur de ce banc planté dans le couloir. J'ai peur de mon ombre. J'attends sur ce banc. J'attends que mon père arrive. J'ai peur de mon père. J'ai peur des notes et des problèmes. J'ai peur que quelqu'un lise ce poème. J'ai peur des autres et de moi-même. J'ai peur de dire je t'aime. J'ai peur d'attendre, peur du temps qui passe, peur du mois de septembre, peur de la rentrée des classes. J'ai peur de l'inconnu, peur de faire n'importe quoi, peur de me mettre à nu, peur d'être n'importe qui. J'ai peur de ne pas bien faire, j'ai peur d'avoir mal, peur de ne pas être comme un frère, peur d'être anormal. J'ai peur de grandir, peur de l'encre sur les feuilles. J'ai peur de rire, peur de mourir, peur de finir seul. J'attends sur ce banc, j'attends que mon père arrive, j'ai peur de mon père. Et on reparlera tout à l'heure, évidemment, de la paternité qui a un rôle capital. J'espère, Ouda, que vous n'aviez pas préparé cet extrait en slamant. Non, Oh c'est non. bon, parce que vous l'auriez fait bien mieux que moi. Non, Euh, j'aimerais qu'on parle justement de cette insertion du journal intime de Martin parce qu'il a une importance capitale. Ce n'est pas uniquement sur le père, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de passages qui vont être sur différentes thématiques en fonction de son âge, en fonction de son évolution. Ce qui est sûr, la constante, c'est qu'il écrit extrêmement bien. Il a une véritable capacité linguistique, alors qu'on pensait au départ que Zach allait être l'intello, entre guillemets, de service. alors il y a deux choses. Euh, Ce roman, en fait, il y a d'une part, je pense, une forme d'enquête policière, même si c'est pas du tout mon genre. Bah, j'ai quand même essayé de m'emparer un petit peu de certains codes du roman policier, du polar. Il y a effectivement cette intrigue au passé, plutôt une enquête émotionnelle sur les souvenirs de la famille. Euh, pour moi, c'était un procédé en fait au service de cette enquête policière, d'avoir cette trace, cet objet qui traverse tout le roman. C'est une petite astuce qui permet en fait de baliser aussi la recherche de Zach quand il emprunte le chemin de son frère. Et après, il y a une deuxième chose que j'avais fait aussi dans mon premier roman, Les mots nus. Euh, J'aime bien faire entendre la voix de mes personnages par cette forme-là, parce que pour moi, ça traduit énormément de choses, le langage rythmé et poétique. J'avais tenté, mais déjà dans les menus, j'avais tenté et ça me plaisait moins de faire parler mes personnages sous une forme un peu plus classique, avec des lignes de dialogue. Mais c'est un choix vraiment, c'est un choix perso. Je ne sais pas si c'est un bon choix, en tout cas, c'est le mien. J'aime cette idée de faire entendre la voix de mes personnages qui parlent très peu dans les romans par ce biais-là, puisque j'ai l'impression de pouvoir en dire beaucoup plus. Et peut-être que ça me permet aussi de, moi, me cacher derrière. Oula, je viens de voir la lumière, elle est très étrange, mais ça donne un C'est film. bon, ouais. Non, c'est parfait. C'est parfait. Euh, ouais,
de me dire peut-être que pour moi, c'est plus facile techniquement de m'emparer de cette forme slam poétique que de faire parler mes personnages. Souvent, moi, en tant que lecteur, j'aime entendre la voix des persos avec les dialogues, mais je trouve que ça ne permet pas tout le temps de rentrer dans leur intimité et dans leur psychologie. C'est un point de vue de lecteur. Très bien. D'ailleurs, on précise que le roman n'est pas uniquement en slam, hein, bien entendu. Et voilà, hein, il y a certains passages qui le sont, comme celui-ci, je pense. En tout cas, il y avait une véritable volonté de l'être. Tout le reste n'est pas écrit en slam, mais vous avez quand même une petite musique de slammer. D'ailleurs, il y a le slam, c'est finalement une discipline qui est peu connue du grand public, entre guillemets, alors excepté Grand Corps Malade, que vous citez d'ailleurs dans le livre avec un petit tacle. J'ai trouvé ça très drôle. Mais j'essaie Un de le ami, hein. retrouver, C'est un mais ami, je me suis permis, hein. ouais, mais j'imagine. Mais j'aimerais savoir finalement, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte en tant qu'écrivain, le slam, ça vous apporte d'être plus précis sur les mots, plus, au contraire, plus ample? Finalement, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce que les deux se complètent excessivement bien? Comment vous travaillez les deux arts en même temps? Est-ce que vous considérez tout simplement que c'est exactement la même chose? Alors non, c'est pas du tout la même chose. Il y a tellement de... On pourrait faire une rencontre entière sur, euh, sur ce sujet, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un sujet. Euh, la forme courte, je la trouve très impactante, mais je trouve que la forme romanesque l'est tout autant. Euh, Quand j'ai écrit mon premier roman, je sentais que j'étais toujours dans un rythme, ma langue était toujours dans un rythme, mais très souvent, je rimais malgré moi. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, il a fallu aussi que je déconstruise quelque chose, qui est une forme d'automatisme, de lutter aussi entre cette manière de toujours retomber sur une mesure ou sur une rime. C'est pas une chose évidente. Donc, j'ai dû beaucoup travailler sur ma propre langue pour la déconstruire. Après, je pense que ça a un atout dans l'écriture romanesque pour moi, hein, sur la musicalité. Il se trouve que quand j'écris, je fais partie des il y a plein d'autrices et plein d'auteurs qui font exactement pareil. Euh, Moi, j'ai besoin d'entendre ma voix, c'est-à-dire quand j'arrive en bout de page ou en bout de paragraphe, systématiquement, il faut que je déclame le texte. Je le fais souvent seul pour pas paraître pour un fou, mais je le déclame, j'ai besoin de l'entendre, voir si ça sonne, et ça me permet souvent de rectifier. Donc ça vient vraiment de mon bagage de l'oralité et des scènes slam que je fréquente depuis plus de 20 ans. Mais j'ai aussi le processus inverse, à savoir comme un chanteur qui écrit une mélodie en yaourt, je peux baragouiner quelque chose, bégayer quelque chose, l'entendre résonner et voir après comment ça pourrait se poser sur un papier avec des mots. Donc je crois qu'il y a ce retour un peu systématique entre l'écriture et l'oralité qui accompagne ma manière de construire un roman. Très bien. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Rouda. Merci pour cette rencontre passionnante, un peu terrifiante aussi, mais passionnante, bien entendu. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez là, par rapport à l'écriture et au fait que vous, si j'ai bien compris, que vous empêchez en quelque sorte de finalement d'écrire comme un slammer. Euh, Or, je me demandais si quand même il n'était pas possible, parce qu'on le trouve dans certains romans, est-ce qu'il n'est pas possible de voir une version plus longue finalement? Et est-ce que vous n'êtes pas tenté un jour d'écrire quelque chose avec des vers libres ou versifier véritablement, enfin rimer véritablement, mais avec ce même rythme? Parce que malgré tout vos efforts, on trouve hein, du rythme, mais c'est pour le plaisir du lecteur, hein, clairement, il y a pas de... Enfin, au contraire, c'est très beau à lire. Enfin voilà, je me demandais si vous aviez pas envie un jour quand même de basculer, et d'être tenté, de vous laisser tenter par une version, un format plus long et totalement assumé en ce qui concerne la versification finalement. Alors, bah, merci Sandra pour cette question. Vous venez peut-être de planter une graine, parce que j'ai jamais pensé. L'idée m'a jamais traversé. Il se trouve que euh, le slam, c'est vraiment un creuset de rencontres entre énormément de manières d'écrire et énormément d'oralité.
Il y a de la poésie classique que moi j'ai redécouvert justement en fréquentant les Scènes Slam. Il y a de l'improvisation, il y a du rap a cappella, il y a une oralité nue, ça peut être une chanteuse lyrique par exemple. Si bien que je ne sais pas si ce serait de la poésie, ou peut-être qu'il faudrait que je commence par un recueil de poèmes. J'en parlais avec un ami qui s'appelle Ramsès Kefi, qui vient de sortir un très beau roman dont je fais la promotion, qui s'appelle 4 jours sans ma mère. Et il me disait, mais en fait, tu devrais sortir un recueil de poèmes. Donc peut-être que ce serait une étape. Je trouve le challenge très exigeant et très ambitieux d'écrire un roman en vers. Ça a dû se faire, oui, je pense. Oui. Ouais, ouais. Mais merci de me mettre sur cette piste-là. On pourrait revenir sur la bande son d'ailleurs, d'entrée de jeu, parce qu'elle est quand même très variée. On passe de Michel Jonas à PNL, à Kate Bush, Diams. Il y a quand même beaucoup de références très différentes. Est-ce que ce sont vos goûts musicaux? Est-ce qu'au contraire, ils avaient un message particulier dans leur titre ou dans leur état d'esprit qui correspondait totalement au roman? Comment ça s'est passé pour sélectionner une dizaine de musiques qui sont Euh, extrêmement différentes? c'est un truc. Moi, je me dis, à chaque fois que je sors quelque chose, un album ou un roman ou un poème, je me dis que c'est peut-être la dernière fois. Je me sens super privilégié d'être édité. Donc, j'essaie de faire passer un maximum d'idées ou de lubies c'est un peu nombriliste de faire ça, voire super égoïste en fait. Mais pour moi, en fait, dans ce roman, la bande son, c'est très personnel. C'est les morceaux que moi j'imaginerais raconter le mieux le chapitre. Pas forcément la musique qu'on pourrait écouter pendant le chapitre, mais si je devais traduire l'intention du chapitre par un morceau de musique, ce serait celui-là. J'avais fait à peu près le même procédé dans les menus, toujours avec cette idée que ça se trouve, j'écrirai plus jamais. Je me suis dit, je vais faire une belle bande-son. Mais là, c'était plus une chronologie. Là, c'était les morceaux qui surgissaient vraiment à l'intérieur du récit et qui accompagnaient les aventures de mes personnages. Très bien. Après, c'est purement indicatif. Et peut-être que, enfin, c'est même sûr que chaque chanson évoquera autre chose à celui qui ou celle qui l'écoute. Et peut-être que le chapitre collera pas forcément à cette musique-là. En guise de remerciement, vous écrivez, pour se retrouver, les frères Chevalier avaient besoin d'une famille. Merci aux miennes, pluriel, de nous rappeler qui nous sommes. Elle est importante cette phrase parce que évidemment il y a on va parler de cette famille dysfonctionnelle aussi, de ces deux parents qui sont pour le moins, pas dire surprenants, mais il y a quand même d'un côté cet Antoine qui est violent, qui est raciste par moments, qui sait tout sans rien savoir. Ça, j'ai beaucoup aimé ces moments où vous faites parler ce père, où vous lui faites dire parfois des horreurs et en même temps derrière en lui disant ok, continue Coco, mais au final, tu ne sais rien. On a l'impression que dans ce personnage-là, il y a beaucoup de Français aussi qui pourraient se reconnaître. D'un côté, on a donc Antoine qui est un père qui finalement ne remplit que bien peu de choses dans ses missions paternelles. Et de l'autre, on a Karine qui est plutôt effacée, qui suit le mouvement, qui est une mère sans être une mère. Elle est en difficulté, clairement aussi. Euh, et il y a cette absence d'empathie, d'affection dans cette famille. Pas un moment, Zach ne dit papa ou maman. Il le dit peut-être une fois, je crois, de mémoire. Un petit peu plus peut-être, mais je crois qu'une fois. Euh, il y a ce manque d'affection, il y a ce père et cette mère qui sont appelés par leur prénom. C'est plutôt rare aussi. Antoine et Karine, comme s'ils étaient désincarnés, comme s'ils étaient des personnes tierces. Il y a cette famille-là que vous avez créée, que vous avez peut-être imaginée. Peut-être qu'il y a des relents aussi personnels, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on parle d'eux parce que c'est le cœur aussi de la, de la déliquescence, ou en tout cas de la déliquescence d'une famille, parce que les deux ne s'aiment plus, clairement. Il y a aussi un problème relationnel entre eux. Ils peuvent se dire des petits mots doux extrêmement violents aussi au quotidien. Mais racontez-nous cette histoire familiale extrêmement dysfonctionnelle ou en tout cas plutôt morose. Euh, pour moi, j'ai l'impression que les histoires de famille sont au cœur de nos préoccupations.
à toutes et tous. Euh, Quel que soit l'endroit sur lequel on habite sur cette planète, quel que soit notre niveau social, culturel, notre niveau d'éducation. J'ai l'impression que c'est le plus gros des points communs qu'on a tous entre nous. Cette relation au père, à la mère, euh, quand on a une relation avec un père ou un mère, ou une mère, pardon. L'absence de famille est aussi euh, évocateur que la présence d'une famille. Moi, j'avais vraiment envie de. C'est un peu comme si j'avais zoomé sur ce quartier des Jardins Perdus, que je m'étais très modestement introduit dans leur appartement et que je m'étais assis avec eux à leur table et que je les avais accompagnés comme ça pendant des années et des années. C'est une famille dysfonctionnelle comme tant d'autres. Euh, c'est une famille fragile. Je pense que c'est un couple qui a abandonné l'amour, qui a abandonné l'exigence, qui a abandonné la vigilance, euh, qui distingue plus justement l'amour de l'habitude. Et ce socle, enfin, ce qu'ils étaient censés incarner comme repère pour leurs enfants, bah, ça vole en éclats au fur et à mesure du temps. Et il y a cette absence d'amour permanente qui traverse le récit. Je pense que tous mes personnages, c'est des gens qui soit se sentent mal aimés, soit ne sont pas aimés, soit sont en recherche d'un amour qui n'existe pas, soit idéalisent un amour qu'ils n'auront jamais. Ouais. C'est assez dur pour moi d'en parler parce que je suis allé puiser un peu dans mon histoire perso, mais en mettant beaucoup de distance en même temps pour désincarner ce que je suis et plus incarner aussi mes personnages. Mais oui, euh, il y a cette histoire d'abandon. Je pense que s'il y a quelque chose qui doit... C'est le mot qui résonne, clairement. et L'abandon politique également. oui, et comme moi j'ai construit mon récit sur cette histoire intime en même temps avec en toile de fond, comment on se radicalise, comment on bascule et comment on peut adhérer à des thèses de l'ultra-droite, bah, il se trouve en fait que l'ultra-droite, les groupuscules, ils ont ce point commun de faire la promesse d'être famille. Euh, Ils annoncent directement, que ce soit en entretien ou même sur leur réseau, rejoins-nous, avec nous, tu vas avoir une vraie famille, on sera entre nous, on sera avec toi, on va t'aider, on va te comprendre, on va t'accompagner. Et effectivement, pour des jeunes en rupture, en fêlure, en mal-être, cette promesse, elle est extrêmement tentante. De se dire ce que je n'ai pas réussi à trouver dans mon propre foyer, des gens qui me ressemblent me le promettent, bah, ça explique beaucoup de choses en fait. Donc, comme moi j'avais fait ce constat-là, il fallait aussi que je construise une famille pleine de fragilité, pleine de rugosité. Et bah, je ne suis pas allé chercher loin, je suis allé chercher un petit peu autour de moi. Je suis allé chercher dans plein d'autres histoires de mon quartier, parce que j'ai la chance voilà, d'être issu d'un quartier où on racontait beaucoup d'histoires. On a été témoin aussi de beaucoup d'histoires. Et ça a été assez facile ouais, de construire ces personnages. Comme vous le disiez, Anthony, ouais, Antoine, le père, pour moi, il incarne un peu le racisme ordinaire, décomplexé, euh, qui prend pas de pincettes. L'humour raciste. L'humour raciste. Il n'y a rien de pire que l'humour raciste. C'est déjà la conjuguer, enfin, relier ces deux mots, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'humour raciste, il n'y a que du racisme. Mais c'est cette banalisation en fait, ouais, de la blague raciste avec lequel ont grandi certains de nos anciens ou de nos parents. Ça participe peut-être aussi à comment les idées d'extrême droite sont accueillies aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, moi, j'avais besoin ouais, de créer ce personnage aussi attachant que reboutant. On a envie de vraiment de le détester, mais il y a un truc où on l'aime bien. Quant à la mère, pour moi, ouais, c'est pareil, c'est une victime de l'abandon en fait. Elle a laissé des gouffres s'ouvrir à l'intérieur de son ventre. Elle a laissé ses enfants tituber autour. Elle n'a pas réussi à les rattraper. Elle est plus capable d'amour. Je pense qu'on en connaît toutes et tous des personnages fragiles, voire plus que fragiles, complètement brisés par la vie. Euh, et ouais, c'est un point commun, je pense,
aux jeunes qui se radicalisent, c'est ce profond mal-être, ce sentiment de solitude, sentiment d'abandon. Euh, et du coup, c'est très tentant d'adhérer à des promesses où on te réconforte en fait, et on te promet du réconfort que tu n'auras certainement pas, mais en tout cas, on l'agite sous tes yeux. Très bien. Ouais. Et alors justement, par rapport à cette famille-là, par rapport à cet embrigadement euh, qui découle de cet abandon familial, il y a aussi à côté cette fraternité, fraternité extrêmement forte, puisque Zach, mine de rien, prend des risques inconsidérés quand même pour retrouver son frère. J'ai cru comprendre aussi que dans les remerciements, il y avait quelque chose d'intime avec un frère avec lequel vous n'avez pas grandi. Je vous laisse libre d'en parler ou pas, mais la fraternité, elle est clairement au cœur du roman. Comment vous avez réussi à montrer ce lien? Parce que Martin, finalement, il est vraiment en filigrane. Il n'apparaît que dans les moments passés au sein même de la famille. On ne l'entend pas actuellement, dans la période actuelle du roman. Il est comme une sorte d'ombre déjà passée de l'autre côté du miroir. Racontez-nous cette fraternité que vous vouliez montrer, la proximité, l'incompréhension, la colère, la tendresse en même temps. C'est terrible quand on le vit, j'imagine, de voir son frère, son père, quelqu'un de sa famille basculer de l'autre côté, de celui qu'on a défini comme l'autre côté. Toutes ces émotions-là, elles sont terribles, elles sont souvent contradictoires. Comment vous avez construit cette relation-là? Je crois que c'est Primo Levi qui disait que comprendre, c'est très compliqué, mais connaître, c'est nécessaire. Moi, j'avais envie, en fait, de baliser le roman avec des souvenirs de fraternité. Des moments de douleur, des moments joyeux, des moments de complicité, pour essayer d'embrasser toute la complexité de cette relation. Certes, ce qui nous relie, je pense, c'est nos histoires familiales. Pour celles et ceux qui ont des frères et sœurs, il y a à la fois un rapport extrême de proximité. On est censé recevoir la même éducation, le même amour, mais on est toujours très différents. On a toutes et tous des trajectoires différentes, alors qu'on vient du même creuset, et moi, ça m'a toujours fasciné. Euh, Moi, j'ai deux frères, on a des trajectoires tous les trois très différentes, et ça m'a toujours questionné, ouais, de savoir d'où ça vient. Et pour savoir d'où ça vient, je pense qu'il faut aller puiser justement dans dans le micro, dans des tout petits épisodes. Parfois, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais une anecdote raconte beaucoup. Peut-être que je peux lire un extrait ou plus tard, comme vous Bien voulez. sûr, Ouda, oui, oui, bien sûr, c'était le moment. C'est Ah, parfait. ouais, je vais vous lire un extrait où en fait, moi, je me suis vraiment intéressé à construire les souvenirs familiaux et à voir par petites touches ce qui se pouvait jouer à l'intérieur. Donc là, je vais vous lire un extrait d'un chapitre qui s'appelle Peau contre peau. Euh, et ben, c'est la première fois que je lis un extrait comme ça. Normalement, je suis debout devant des gens. Là, je suis assis devant des écrans, mais c'est cool. C'est cool. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, Ouda. On dit de nos premiers souvenirs qu'ils s'impriment dans nos mémoires entre 3 et 4 ans, qu'il faut attendre encore un peu pour être capable de les traduire avec des mots, qu'avant cela, on a presque tout oublié, comme si on n'avait rien vécu. C'était il y a trop longtemps. Nos peaux se collaient l'une à l'autre. L'eau engloutissait nos corps minuscules. La baignoire était immense. On aimait voir nos mains disparaître dans la mousse. On faisait comme si elles pouvaient retenir leur souffle. On leur faisait avaler de gigantesques bouffées d'air, en écartant nos doigts comme des étoiles au-dessus de nos têtes. On refermait nos poings pour en faire des comètes, et sur un cri de guerre, c'était le signal, on leur faisait traverser la brume. On les plongeait dans l'eau du bain. Les vagues ondulaient contre la coque des bateaux en plastique. Un pouce ou un index surgissait plus loin. Un périscope qui déchirait l'écume scrutait la surface de la bataille navale à l'affût de sa cible avant de s'enfoncer à nouveau dans les abysses. La baignoire était un océan et nos poings des sous-marins invincibles. Les mains de Martin s'étaient refermées autour de mon cou, une étreinte violente qui passait pour un jeu d'enfant. La pression qu'il exerçait sur ma nuque me retenait sous l'eau. Mon frère a toujours été plus fort que moi, plus solide et plus compact. Le front collé contre le fond de la baignoire, mes mains s'agitaient à la recherche d'un point d'appui. Je réclamais de l'air, mais ma bouche n'expulsait que de toutes petites bulles qui éclataient sans bruit à la surface. Lorsqu'il avait senti que j'abandonnais la lutte, Martin m'avait relâché, sûr de sa force, et laissé remonter à l'air libre.
Dégoulinant de larmes et d'eau savonneuse, j'avais enjambé la baignoire et m'étais mis à genoux sur le tapis de bain pour reprendre mon souffle. Ma colère aurait pu dévorer la fonte. J'aurais pu me faire sauter les dents sur les mailles de la baignoire. J'avais eu peur de finir noyé, mais je n'avais rien dit. Juste lancé à Martin un regard polaire. Notre mère avait saisi au vol les glaçons, les empêchant de se fracasser contre son sourire moqueur. C'est ton frère. Elle m'avait presque réprimandé. Elle n'avait vu de la scène que le jeu d'enfant, pas la violence de l'étreinte. Notre mère était capable de répéter la même phrase sans répit, avec des intonations différentes, passant du calme à la résignation, de la chaleur maternelle à la froideur du carrelage. C'est ton frère. Comme si ça réglait tout. Il y a trop longtemps. On aimait coller nos cheveux mouillés contre le ventre de notre mère. On aimait sentir ses mains nous frotter le crâne à travers le coton. Partout il y avait de l'eau, sur la plage de Moliète au mois d'août, à la sortie du petit bassin des jardins perdus, s'il avait plu sur nos têtes, on partageait la même serviette. Comme dans un rituel, elle enveloppait nos deux corps. On aimait sentir nos peaux nues et les gouttes couler le long de nos jambes chétives, comme si on était des plantes, comme si elle nous avait arrosés pour nous faire pousser, peau contre peau. Merci, Ruda. Merci. Alors, on va prendre une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude, voilà, avant que je pose la question de Catherine. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Alors, Catherine a posé une question sur le fait que dans le premier roman, il y avait beaucoup d'amitiés qui persistaient, justement, malgré le temps qui passe. Est-ce qu'il y en a dans celui-ci? Alors, moi, je n'en ai pas vu plus que cela. En tout cas, certaines amitiés peuvent être négatives, néfastes, même s'il y a des amitiés, mais de quartier. On pense peut-être à l'épicerie Charbel, à la limite, mais sur l'amitié, je pense pas que ce soit un thème, une amitié fraternelle, oui, mais je sais pas, Rouda, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, J'avais pas vu qu'il y avait un chat, donc je viens de le découvrir. Oui, il y a un chat. Euh, je vois en fait Raphaël qui dit ça m'a fait penser au film La Cravate. Oui, c'est un documentaire que j'ai regardé qui m'a beaucoup inspiré. C'est l'itinéraire d'un jeune militant du Rassemblement national vers Amiens. Et en fait, on voit son envie de participer et sa désillusion qui pointe le bout de son nez au fur et à mesure. Je réponds juste rapidement, Anthony, hein, je réponds à la question, bien sûr. Ça me fait penser à ce qu'il faut de nuit. Oui, bien sûr, Laurent Petit-Mangin. On m'a alerté de l'existence de ce roman, heureusement, à la fin de l'écriture du manuscrit. C'est bien que j'ai pas été orienté. Et je l'ai lu à la suite et c'est un roman magnifique. Et concernant la question de l'amitié, euh, oui, elle traverse le roman, c'est sûr. Euh, je pense que c'est ce qui reste. Je ne veux pas spoiler, mais il y a aussi une histoire de pardon, d'acceptation, de compréhension. Et pour moi, ça, c'est un travail de Jedi, d'arriver à pardonner. Et c'est peut-être l'enjeu aussi pour ce grand frère, en fait, au-delà de comprendre les raisons du basculement de son petit frère, est-ce qu'il va réussir à lui pardonner? Et est-ce que c'est possible de pardonner? Je pense que ça, c'est des questions qui traversent l'amitié, l'amour, la fraternité. Très bien, très bien. Euh, J'aimerais qu'on parle des émeutes, parce que les émeutes, en effet, traversent véritablement le roman. C'est une sorte de fil rouge. On suit l'histoire finalement de la France avec cela, et je lis un petit passage. Les émeutes, c'est beau comme un caddie qui brûle. C'est le dernier texto que Martin m'a envoyé. En m'enfonçant dans le quartier, je me demande pourquoi nos soulèvements sont systématiquement dénués de pensée collective, démunis de projets politiques, comme si on nous avait dépouillés, comme si on nous avait volé nos mots et laissés nus sur le trottoir. Je trouve que c'est un passage intéressant parce que il devrait être lu potentiellement à davantage de monde pour qu'en effet il y ait une sorte de force collective qui ne soit pas isolée pour faire entendre certaines choses. Euh, les émeutes, c'est un vilain gros mot, finalement. On l'entend souvent, c'est un gros mot. Et en même temps, il y a une question derrière. Il y a quand même une révolte. Et la révolte, elle est souvent, euh, comment dire, bafouée une semaine après, 2 semaines après. Le principe même de l'émeute, de la révolte, n'existe quasiment plus. On a déjà oublié ce qui se passait. Les gilets jaunes, entre autres, si on peut appeler ça des émeutes, je ne sais pas. Bref, ça aussi, ça a été balayé très vite. Quel est votre ressenti, votre sentiment par rapport à... C'est pas pour rien qu'elles sont là, ces émeutes, dans ce livre-là. Il y a quand même
une chose politique, une chose extrêmement citoyenne, je dirais même, derrière ça. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Pourquoi ça traverse autant le livre et pourquoi c'est important pour vous de faire des émeutes un fil rouge? Alors, très bonne question. Euh, la réponse est délicate parce qu'elle nécessite un temps long. Il faudrait que vraiment je reparte loin dans le temps pour essayer de donner moi mon point de vue, qui est d'abord un point de vue de témoin, habitant dans des quartiers populaires. Les émeutes de 2005 et 2007, euh, je les ai eues sous mes yeux. Les émeutes de 2023, je ne les ai pas vécues, mais elles m'ont rappelé à quel point elles ressemblaient à celles de 2005 et 2007. Et d'ailleurs, quand on étudie un tout petit peu le narratif des médias, c'est souvent du copier-coller de choses qu'on avait pu entendre préalablement. En tout cas, en 2023, on a eu à peu près les mêmes analyses sur les plateaux, les mêmes phrases. C'était assez fascinant d'ailleurs à entendre. Euh, pour moi, c'est il y a un truc très fort en fait dans cette idée de soulèvement. C'est pas seulement l'acte du soulèvement qui m'intéresse, c'est comment on en parle. Les soulèvements, je pense, tant que la France n'aura pas résolu son problème avec les quartiers populaires, on est quand même à 40-45 ans de plan banlieue, avec certainement beaucoup de réussite. Alors ça, j'aimerais bien en revenir dessus après, Anthony, sur le côté très positif que j'essaie de donner aussi des quartiers populaires. Mais au-delà de l'acte, c'est la manière dont on en parle qui me semble intéressante. Je l'avais évoqué aussi dans les menus. Pour moi, c'est toujours une question de sémantique. La sémantique, c'est une arme imparable entre les mains des puissants. Dans nos quartiers, on nous a beaucoup dépossédés de plein de choses, de services, de citoyenneté, de services de proximité également. Et on a commencé aussi à nous voler nos mots. Et c'est pour ça que je commence le roman par euh, ces tours en fait qui, dans le quartier, ont été renommées par le service municipal avec des noms d'écrivains contre la volonté des habitants. Et souvent, les mots, c'est ce qui nous reste de plus précieux pour nommer des douleurs, nommer des espoirs, nommer des peines, nommer des interactions entre les gens. Et systématiquement, dans les soulèvements, moi je parlerai de soulèvements et pas d'émeutes, on agite le même narratif. Donc, on ne parle jamais de meurtre policier, on parle toujours de bavure, alors que je considère que les violences policières sont systémiques en France, et depuis de très nombreuses années. Euh, on ne parle pas forcément d'indignation ou d'indignés, on va parler plutôt de casseurs, de jeunes casseurs, comme si casseurs et jeunes allaient ensemble. Je nie pas l'existence, attention, hein, de certains agitateurs, entre guillemets, ou certains beaucoup plus radicaux. Euh, et systématiquement, en plus, il n'y a pas de pensée coordonnée, de pensée collective. Et ça, j'en parlais déjà dans les menus, quand Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, fait passer une loi qui interdit les rassemblements dans les halls d'immeubles. C'est pas pour empêcher que les jeunes se réunissent dans les halls d'immeubles, c'est pour empêcher que les jeunes communiquent entre eux, discutent entre eux, élaborent des stratégies. Et je le dis dans les menus, à plusieurs, on invente la Révolution, on invente mai 68, on invente la Révolution française, et tout seul, on devient fou. Et quand on est fou, on est incontrôlable. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'image, de visage, de langue auquel toute une partie de la jeunesse serait capable de se raccrocher, parce que pour moi, c'est une jeunesse très militante, très politique. Ils ne sont pas du tout dénués de pensée politique, je pense. Ils ne sont pas du tout dénués d'une envie de s'engager, mais je crois qu'ils ne trouvent pas de visage ou de parole à laquelle se raccrocher. Voilà ma très courte analyse, très condensée, mais encore une fois, on pourra en parler très longtemps. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure en termes de virgule, euh, moi, je voulais vraiment montrer un quartier où les gens se sentent bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais c'est un quartier de paix, de bonheur. D'ailleurs, toute la violence dans la narration, elle ne vient pas de ce quartier. À chaque fois, les personnages, pour se ressourcer et se sentir en paix, retournent s'apaiser dans le quartier des Jardins Perdus. La violence, elle vient de complètement ailleurs. C'est comme si c'était leur propre centre, et que pour une fois, ils n'étaient pas dans une périphérie, mais que la périphérie, elle était ailleurs. Et la violence de l'ultra-droite ne vient pas de ce quartier. Elle vient
d'autres territoires. Et justement, j'aimerais qu'on parle de cette cité, de cette volonté de mettre un personnage principal. On a vraiment l'impression que c'est un personnage. On voit ces tours, on imagine très bien, on a tous vu, même si on n'y habite pas, on voit à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a un véritable personnage qui est l'environnement et qui, pour une fois, n'est pas en effet décrit comme insalubre, avec des qualificatifs extrêmement choquants, vulgaires ou autres. On a vraiment l'impression que c'est une cité à part entière, un petit cocon. Alors après, est-ce que c'est idéalisé ou pas? Vous allez me répondre, Rouda, je ne sais pas, mais ça doit exister forcément. Ça Euh, existe, je le confirme. voilà. Euh, Moi, ça fait. Alors, d'ailleurs, je suis né et grandi dans un quartier populaire. J'anime énormément d'ateliers d'écriture et d'oralité en Île-de-France et je la traverse de long en large toute l'année depuis 6 ans. Donc, j'ai essayé, moi, d'inventer un quartier métaphorique. Je le situe par facilité, parce que c'est le territoire que je connais le mieux dans le 93. Mais je pense que ce quartier il pourrait exister dans une banlieue lilloise, dans une banlieue lyonnaise, peut-être vers Marseille, avec d'autres nuances, d'autres spécificités. Euh, Volontairement, je ne le situe pas très précisément. J'essaie d'en faire un tableau un peu large. Et pour moi, je le nourris de vie commune, partagée, avec l'observation que je peux faire d'autres territoires. C'est un lieu effectivement de convivialité, de joie pour les personnages, ce qui n'empêche pas l'attention, ce qui n'empêche pas les incompréhensions. J'essaie en fait de dresser un tableau le plus objectif possible, sachant qu'on a beaucoup grandi dans le cliché sur ces territoires. Moi, j'en ai beaucoup souffert à défendre ce territoire aussi. Moi, j'essaie voilà, d'en faire à la fois une arène bienveillante pour mes personnages. Comme vous le dites, Anthony, c'est également un personnage supplémentaire. Et je le nourris ouais, d'observations, d'histoires déjà entendues, d'histoires inventées, pour en faire quelque chose pas du tout idéalisé, mais qui correspond un peu dans mon imaginaire dans lequel j'ai grandi. C'est intéressant, ça fait plusieurs fois que vous dites le mot arène. C'est quand même connoté très combat. Euh, Pourquoi vous choisissez ce terme-là? Qu'est-ce qu'il dit? Vous disiez tout à l'heure que la sémantique était importante. Est-ce que c'est justement, dans quel sens vous le prenez ce mot-là? Alors, je le prends dans le sens technique, comme j'écris aussi des séries télé à côté, dans une bible commerciale, il y a D'accord. un truc qui revient tout le temps, l'arène. L'arène, c'est les espaces géographiques ou l'espace géographique dans lequel va se dérouler l'intrigue. Mais vous avez raison de soulever ça fait plusieurs fois que je l'utilise. C'est peut-être effectivement une zone de combat. J'adore les rencontres. Ça, je sais déjà qu'il faut que je me questionne sur le mot arène, qu'il faut peut-être que je pense à écrire un roman où il n'y a que des rimes. C'est très bien, c'est très bien. Je n'avais pas pensé du tout. Pour moi, c'est le truc technique. Arène, Très bien, très bien. arc narratif, résolution, incipit, truc de romancier, quoi. Très bien. Il y a un moment donné dans le roman un parallèle entre les deux frères. Et j'aurais voulu savoir lequel vous étiez justement à l'école. Là, je vais lire un passage. Moi, je suivais mon bonhomme de chemin en première L, la classe des intellos aux cheveux longs qui lisent des poèmes et fument des roulés. Une scolarité sans vague. Je m'allongeais dans la houle et me laissais porter par les courants. J'avais des résultats moyens, un travail sans avertissement. Moyen étant mieux que rien. Martin souffrait de la comparaison. Il disait que j'avais plus de compétences que lui, qu'il était le plus nul de la famille. T'es un ouf, Martin, t'as grave plus de compétences sportives que moi. Et puis t'écris des textes incroyables. Je le rassurais en lui rappelant que notre père était plus nul que nous à l'école et de très loin. Hey, l'espoir des chevaliers, je te ferai dire que toi, on t'a pas trouvé dans une poubelle. Il rigolait tout doucement. Vous étiez lequel des deux, Ouda? Wow. Peut-être un peu des deux, certainement un peu des deux. Euh, Moi, j'étais très heureux à l'école parce que j'ai compris qu'il fallait aller vite et y passer le moins de temps possible. Et il y a des matières qui m'ont toujours passionné. Voilà, j'ai toujours aimé le français et l'histoire, mais j'étais une catastrophe en maths ou en physique, par exemple. Mon petit frère était plus brillant que moi dans des matières scientifiques, mais il était très à l'aise avec le français aussi. Et en fait, on a tous les deux écrit toujours depuis tout petit. On était dans le même groupe de rap.
On avait une pratique d'écriture quotidienne, voilà, de forme courte. Donc je pense que je suis un petit peu des deux. Très bien. À côté de ça, il y a plusieurs personnages secondaires. J'aime pas appeler les personnages secondaires, mais on est un petit peu obligé aussi de mettre la focale sur certains. Il y a Alex, qui veut qu'on l'appelle Ali. Il y a l'épicier. Il y a évidemment Anaïs, qui ne dit jamais je t'aime, qui a aussi un rôle important avec Zach. Parce qu'au final, elle y croit pas trop à son histoire. Elle est plutôt dubitative. Elle a la tête sur les épaules en même temps. Elle essaye de le réfréner, mais en même temps. Elle a un caractère, puisqu'elle est boxeuse en plus, donc elle met à terre certains hommes dans le métro, et ça fait le tour des réseaux, en tout cas, c'est plutôt une héroïne. Euh, Racontez-nous cette histoire aussi, peut-être de tous ces personnages-là, de ce charme que vous mettez derrière chacun d'entre eux, parce que ce sont des sortes de ponts finalement qui rattachent Zach et Martin au reste de l'histoire. On a l'impression que vous avez fait une sorte de labyrinthe. Alors, il n'y a pas tant de personnages que ça, hein, bien entendu, mais une sorte de labyrinthe émotionnel entre chacun d'eux, comme s'il y avait des sortes de toiles qui se tissaient entre eux. Et je trouve que peut-être sans le faire consciemment, mais je trouve que vous créez une véritable toile de personnages. Et c'est pas toujours le cas. Il y a souvent un personnage à côté de l'autre. Et là, je trouve que les personnages sont vraiment ensemble, pas forcément dans la même direction, mais ensemble. Très gentil de me dire ça, Anthony. Merci beaucoup. Ouais, j'ai été très vigilant, enfin très vigilant. Liana Levy m'a beaucoup boosté sur cette partie-là. En fait, je pense dans mon premier roman, et comme un premier roman, je vois beaucoup de maladresse, de choses que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais c'est fait, et c'est pas très grave. Et je suis très fier de mon premier roman avec les petites maladresses qu'il comporte. Là, je pense avoir compris, en fait, parce que c'est mon truc de lecteur aussi. Moi, j'adore, en fait, suivre, c'est un truc très personnel, hein, suivre plusieurs arcs en même temps. Voilà, l'histoire principale qui nous entraîne, qui nous emporte, le héros ou l'héroïne à laquelle ou auquel on s'attache, comment on le voit se démener, comment on a envie de le voir s'en sortir parfois. Et je trouve que tout ce qu'on appelle side story, les arcs narratifs parallèles, ils sont super importants aussi pour moi en tant que lecteur. J'aime bien suivre plusieurs persos et tout ça, donc j'ai essayé de faire ça. Donc il y a le truc de procédé d'écriture. Et après, je trouve qu'un personnage, il devient important et vivant dans sa galaxie. Il y a, en l'occurrence, mes deux frères, bah, il y a la galaxie familiale qui est essentielle. Il y a la galaxie politique et il y a aussi leur galaxie amicale, le truc de tous les jours. Et je trouve que c'est ça qui donne de l'épaisseur au perso. De croiser, d'appréhender d'autres personnages dans le récit, de pouvoir s'aider aussi parfois, de pouvoir ne pas se comprendre, de les entendre dialoguer, se retrouver, se disputer. Je trouve que ça participe en fait à la trame générale. Et comme moi j'adore construire des persos, bah, en fait c'était un vrai bonheur d'aller inventer cet épicier de 2,20 m qui passe son temps à promener des oiseaux dans une cage, de créer une amoureuse idéale, métisse, qui fait de la boxe. J'aimerais trop être amoureux d'Anaïs. Ce vieux pote qui ressemble à des potes de mon quartier français, blanc de peau, qui s'est converti à l'islam et qu'on fait beaucoup plus que les autres, qui va beaucoup plus à la mosquée que tout le monde. Voilà, d'aller construire ouais, des persos attachants dans leur propre trajectoire et qui permettent de nourrir la trajectoire des héros, je trouve. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs que vous aimez particulièrement? Ouais. Ouais, moi j'adore Charbel, l'épicier. Ouais. Ouais. Et même bah voilà, pareil, il y a un arc sur ce personnage. On le suit avec son histoire d'oiseau, on assiste à la mort de son père qui est importante, qui crée de l'émotion pour tout le monde, qui réunit aussi les chevaliers à un moment dans l'histoire, alors que c'était pas prévu qu'ils se réunissent comme ça. Ce personnage un peu loufoque qui a inventé Uber et Google avant tout le monde. Euh, voilà, je le visualise et en même temps, moi j'aime bien dans ce que j'écris ne pas donner trop d'indications physiques sur les persos. De la même manière, j'aime pas, enfin pour leur voix, j'aime bien passer par le texte. J'aime bien faire les gros traits et que chacun et chacune puisse imaginer ce qu'il pourrait être, à quoi il pourrait ressembler. D'ailleurs, je me posais la question sur le côté extrêmement collectif du slam.
Là, pour le coup, vous passez à quelque chose d'extrêmement individuel en tant qu'écrivain. Est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que vous travaillez de manière différente aussi? Cette notion finalement qui vous isole, est-ce que ça permet de faire apparaître, de générer des choses nouvelles, des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé? Mais est-ce qu'il y a un biais aussi par là de différence entre le slam et l'écriture? Je pense que c'est les mêmes outils, déjà, c'est-à-dire des outils très accessibles. Je milite beaucoup dans mes ateliers pour essayer de convaincre mes participantes et participants que l'écriture, bah, on n'a pas besoin de parents qui nous payent des cours, on n'a pas besoin de s'inscrire au conservatoire, on n'a pas besoin d'acheter un instrument de musique, on n'a pas besoin de matériel, un stylo, une feuille, on peut écrire. Ça, c'est ce qui relie, je pense, slam et écriture romanesque. Je pense que les deux se lient de plus en plus. Après, c'est un peu tôt pour en parler parce que c'est que mon deuxième roman. Mais j'ai l'impression que les poèmes que j'écris maintenant sont un tout petit peu plus précis, un peu plus exigeants, et que ce que j'écris sur la forme romanesque va vraiment puiser dans ce qui m'accompagne depuis toujours, la rythmique, l'oralité, une forme d'oralittérature, quelque chose qui rime mais pas tout le temps. Enfin, moi, je crois que les deux, mais c'est trop tôt pour en parler, peut-être Anthony, peut-être dans l'année prochaine, dans 2 ans, si vous voulez, on se reparle et je vous en dirai plus. Mais j'ai l'impression, là, je commence à voir que ça peut commencer à plus interpénétrer ou à s'influencer, je sais pas. Très bien. Et ce que j'ai trouvé aussi dans votre roman, c'est qu'il y a une sorte de mélancolie lumineuse. Il y a une sorte un oxymore, quoi, un refus de désespérer en même temps. Et d'où vient cette foi qui est plutôt tenace chez vous, j'ai l'impression, en tout cas dans l'humain, malgré tout? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une blessure qui devient une sorte de boussole? Mais comment vous arrivez à tenir aujourd'hui, en 2025, où clairement dehors c'est quand même pas très rose, il y a quand même cette lumière que vous faites, que vous mettez à travers certains romans, je ne sais pas dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, dans les romans, il y a cette petite lumière qui jaillit quand même un petit peu. C'est une question très intime. Je reviendrai sur mon image de chevalier Jedi. Pardonner, c'est compliqué, c'est un vrai boulot de Jedi. Espérer l'est encore plus. Je pense être quelqu'un de joyeux et en même temps, le monde qui nous enveloppe nous rend triste. Le mot serait trop fort. J'ai bien aimé le mot mélancolique, une espèce d'état un peu général où bah, moi je ressens un peu tout ce qui m'entoure. Je n'arrive pas à être hermétique, mais j'ai l'intuition qu'il y a, et c'est ce que je raconte dans Les Mots Nus ou dans Les Jardins Perdus, il y a une forme de résilience qu'on ne peut pas nier. On a cette capacité à se relever quand on est tombé, à avancer quand on a envie de s'arrêter. Et pour ça, il ne faut pas être seul. L'espoir n'est pas solitaire. Je pense qu'il se nourrit des autres et des relations aux autres. Et que si on est accompagné, bien ou mal, je ne sais pas, mais si on avance à plusieurs, en collectif, il y a peut-être cette forme d'espérance qui peut jaillir. Est-ce que d'ailleurs, vous, quand vous écrivez, est-ce que vous sentez que vous, alors les mots vont être peut-être un peu forts, mais est-ce que vous sentez que vous rendez justice à quelque chose ou à quelqu'un que le monde n'a pas pu écouter? Est-ce cela Euh, pour vous justement la fonction secrète de la littérature, c'est peut-être réparer l'attention manquée? je vais noter ça dans la liste des questions auxquelles je dois répondre plus tard. Euh, je sais pas trop parce que il y a un paradoxe dans le travail d'écriture, je trouve, c'est on est extrêmement solitaire, on est très très seul en fait quand on écrit, on est tout seul en fait. Et en même temps, on a ce besoin d'être connecté au monde qui nous entoure, sinon on va raconter son nombril. On peut faire un roman sur son propre nombril, hein, ce serait certainement intéressant. Mais d'être déconnecté du monde qui nous entoure, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense qu'on essaie plutôt de réparer des solitudes en racontant des histoires qui sont plus grandes que nous et qui nous relient à des mondes lointains et pas forcément à notre solitude, à notre monde intime. Euh, c'est peut-être ça, enfin pour moi, c'est peut-être ça ma conception ouais, de qu'est-ce que serait la fonction de la littérature? Réparer une solitude.
Et quel conseil? Je vais la formule si vous permettez, après je vais l'oublier. Ouais, il y Mais aura le replay de toute façon. Il y aura euh, le replay. Il y aura le replay, c'est bon. Euh, pour éviter que, est-ce que vous vous êtes posé la question sur la destinée de Martin? Dans le sens où, imaginez que vous ayez Martin devant vous, quel conseil vous lui donneriez justement, ou quel conseil vous donneriez à un jeune qui, comme ce personnage-là, cherche à transformer parfois sa colère, sa solitude en langage ou une sorte d'abandon en récit? Est-ce que vous vous êtes posé la question du destin de Martin? bien sûr, bien sûr. Alors, sans dévoiler évidemment la fin, bien entendu, mais peut-être s'adresser à un jeune qui serait dans la même situation, avec une famille peut-être dysfonctionnelle. Peut-être que vous avez fait des rencontres aussi en collège, au lycée, et que vous avez parlé de ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est délicat parce que ça, il faut que j'arrive à répondre à cette question sans dévoiler la fin. Pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans cette fin, mais même si j'en parle pas. Il y a toujours cette histoire de pardon en filigrane. Euh, Moi, ce que j'aime pas le mot conseil, mais peut-être ce qu'on peut lire à travers son histoire, c'est que faut se faire confiance à soi-même, faut réparer ce qui peut être réparable, faut être vigilant à l'amour que les autres nous portent, faut faire attention aux autres, faut avancer avec prudence quand on nous promet des choses qui n'existent pas. Faut faire confiance à ceux qui nous aiment. Je crois ça, je l'ai déjà dit. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est relié à l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Et je trouve que ce mot est extrêmement banalisé, le mot d'amour, alors qu'il a tellement de force et que nos histoires sont reliées à l'amour qu'on a, qu'on ressent, ou à l'absence d'amour. Et c'est vraiment pas pour faire le poète ou le romancier que je vous dis ça, je le pense sincèrement. On a tellement utilisé ce mot en le mettant à distance qu'on ne se rend pas plus compte de la force qu'il a, mais c'est forcément ce qui peut sauver quelqu'un, je pense. Et les gens les plus abîmés sont les gens qui, qui ont manqué d'amour ou qui manquent d'amour au quotidien. Tant de personnes en manquent, en effet. Euh, le titre, il est extrêmement beau. J'aime beaucoup ce titre parce qu'en effet, c'est le nom de ce square, mais c'est aussi autre chose. Finalement, il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. Pour vous, si vous deviez retrouver un jardin perdu, lequel vous sauveriez? Euh, Bah, le square de mon enfance, c'est-à-dire je lui laisserai ce nom. Je pense que je réunirais mes potes d'enfance, on se réunirait autour et on irait déjà googler Pierre Bérégovoy. Il n'y avait pas Google à l'époque. Savoir pourquoi on nous impose ce nom. Et je pense qu'on ferait une mini manif pour garder le nom, euh, pour le faire refleurir, ce jardin. Pour moi, c'est un jardin, je sais pas, je le vois avec des fleurs magnifiques, mais à n'importe quelle saison. C'est un truc d'enfant, en fait. Je vois pas de terrain glacé, gelé ou d'arbres secs et morts. Je vois vraiment des couleurs, quelque chose de vivant, de luxuriant. Très bien, très bonne réponse du coup, hein. Euh, alors, je pose régulièrement deux questions récurrentes à chaque auteur, chaque autrice qui viennent ici. La première, c'est celui du livre ou de l'auteur méconnu du grand public que vous aimeriez conseiller ce soir pour faire parler le fond d'un catalogue, pour faire ressurgir un titre qu'on aimerait bien découvrir aussi ensemble, puisqu'on considère qu'il n'y a pas de date de péremption pour un livre et que la nouveauté n'est pas forcément meilleure que l'ancien. Qui avez-vous choisi, Rouda? Alors, j'ai choisi un poète breton qui s'appelle Yvon Le Maine, Hmm. donc Yvon Y-V-O-N. Chez Bruno Doucet. Ouais. Il a été dans Ouais. entre autres, ouais. Plus loin L-E, plus loin M-E-N. Alors, d'une part parce que c'est un grand ami qui m'a beaucoup éclairé sur la manière de faire vivre la poésie. C'est quelqu'un qui est rarement enfermé à son bureau, qui est toujours en mouvement, qui va dans les quartiers, dans les écoles, qui sillonne la France et le monde francophone depuis des années. Il a été prix Goncourt de la poésie.
En quelle année, je ne sais plus exactement. Il a de multiples recueils au bout de son stylo. Je pense notamment à Il fait un temps de poèmes. Je trouve que c'est le plus beau titre qui existe. Il fait un temps de poèmes. C'est très beau. Et puis, Yvon, il est beaucoup dans l'oralité. C'est un des premiers poètes dans les années 60-70 à être monté sur scène avec seulement son micro et à déclamer des poèmes. Donc, je pense que c'est le s'il y a un premier slammer en France, c'est certainement lui. Donc, il le faisait avec ses cheveux longs sous fond d'agitation sociale. Ouais, ça, c'est un des. Ouais. Et, euh, et il a une œuvre colossale. Et en même temps, c'est l'image un peu que je me fais du poète, c'est-à-dire un homme comme les autres, qu'on pourrait croiser avec plaisir sur le quai d'un métro ou dans un bar, extrêmement accessible, qui rend les choses simples, qui se la raconte pas, et avec une force poétique incroyable. Voilà. Bien. Ils vont. Ils vont le mettre. Je mets un deuxième livre à l'écran, voilà. Je crois que c'est plutôt celui-là. L'autre, c'était le tome 2, je crois, de mémoire. Ouais, parce qu'en fait, il a les deux, entre les deux, il y a eu deux maisons d'édition différentes, je crois. Ça doit être ça. Voilà, Yvon Le Maine. Et en effet, il est aussi chez Bruno Doucet pour les derniers ouvrages. Je crois qu'en effet, il est là-bas. La deuxième question, c'est celle, c'est une sorte de petit cadeau finalement. C'est que vous allez devoir échanger votre place avec un personnage de fiction pendant une journée. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez sa destinée? J'ai choisi Ulysse. J'ai choisi Ulysse et oui, je changerais sa destinée. Moi, je rentrerai pas. Je m'arrêterai à mi-parcours, je pense. Je prendrai mon temps. Je rentrerai pas tout de suite ou je rentrerai pas. Et je sais pas, je regarderai le soleil se coucher. Je serai dans un entre-deux, à mi-chemin entre quelque chose, une espèce de non-choix. Euh, non pas que j'aimerais pas retrouver les miens et tout ça, hein, mais j'entrerai pas à Ithaque. Je m'arrêterai sur mon bateau au milieu de l'océan, de la mer Méditerranée, pardon. Et puis j'attendrai qu'il se passe autre chose. Voilà comment je changerais cette destinée. Mais il paraît qu'il est rentré. Il paraît. Ah bon, ouais, on verra. En tout cas, Pénélope, bye bye, quoi. Ouais. Non, pas tout de suite. On prend son temps. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'est le moment. Sinon, eh bien, je vais terminer par ma petite conclusion habituelle, car le roman Les Jardins perdus s'achève, mais la marche continue. Marcher pour retrouver un frère, marcher pour reconnaître la rumeur des villes, marcher pour apprendre à nommer ce que l'on a perdu. Rouda, vos phrases sèment dans la poussière des étés, des graines d'attention. Elles appellent à ramasser, à soigner, à réapprendre la proximité, alors que le lecteur sorte de ce jardin, les mains pleines de mots et la conviction que même les lieux les plus délaissés conservent la possibilité d'un printemps. Merci infiniment, Rouda. Waouh. Merci, Anthony. Les mots nus chez Liana Lévy, et on espère vous retrouver très vite une prochaine fois. D'ailleurs, le prochain roman, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus? Est-ce qu'au contraire, vous êtes dédié au Jardin perdu comme vous l'avez été pour les mots nus? Alors déjà, je sais même pas si je serais capable d'écrire un autre roman. J'en suis pas encore là. Euh, j'ai envie, ouais, de me concentrer là sur la vie que pourrait avoir ce livre. Mais sincèrement, non, j'y ai pas du tout pensé. Très bien. Eh bien, peut-être que ce soir, ça aura permis, grâce à la question de Ah, Sandra, de déjà, faire germer peut-être j'écrive un roman avec que des poèmes. que des rimes. Un rime. Ouais. Voilà. Un roman avec des rimes. Ça sera Sur ce pas. concept d'arène et que je réponds à cette question sur la fonction de la littérature, ça fait beaucoup de boulot quand même. C'est ça, c'est ça. Mais vous avez du temps. Vous avez encore 2 ans. C'est parfait. C'est bon. Merci infiniment, Rouda. C'était un grand plaisir pour ce format incroyable que je découvre. Est-ce que je peux venir, moi, en tant que... Bien sûr, bien sûr. Ça arrive souvent que les auteurs, en effet, viennent rencontrer les autres auteurs. Ça arrive. Trop bien. Bah, Avec c'est grand un plaisir. concept incroyable. Bravo à vous, Anthony, c'est trop bien. Et bah, merci à ceux qui étaient là, à celles qui étaient là, et au plaisir. Merci, Rouda. Merci. Une très belle soirée à vous. Merci à vous. Au Au revoir. revoir tout le monde.